en quoi l'activité sportive et plus spécifiquement l'équitation aide les enfants à se construire et à grandir. Donc en un mot, quel est pour vous l'atout de l'équitation Shetland? Angela, c'est pas sur Facebook. Ah, est-ce qu'on peut réafficher le QR code? Voilà, reprenez le QR code en vitesse, on va vous... C'est bon? On peut repasser sur la réponse. Serge, est-ce que tu as répondu à la question? Tu as fait le WooClap? Ok. Allez, on va dire que tout le monde a répondu. Il y a quand même beaucoup de réponses. Voilà. Et on va poser donc le premier mot qui arrive, c'est ludique. Et donc, quels sont les bienfaits de l'équitation pour le bien-être mental des enfants? Eh bien, les bienfaits, surtout d'utiliser le poney en fait dans l'équitation, ça va permettre à l'enfant de répondre. Moi, je pense que l'enfant, il a vraiment deux grands besoins pour grandir. C'est le besoin affectif, la sécurité affective, et puis aussi de développer son autonomie. Donc, le poney va vraiment permettre ça, de mettre l'enfant dans une sécurité affective. Sécurité affective, qu'est-ce que c'est? Ça va être dans un attachement sécure. On parle d'attachement sécure quand on est au début, eh bien, avec le lien avec sa maman. Et bien là, le poney, il va avoir aussi ce rôle d'attachement sécure. Et ça va être la personne première, ça va être sa mère. Après, ça va être son père. Et ensuite, eh bien, ça va être toutes les personnes qui vont l'entourer. Et ça peut être aussi un animal qui va devenir son ami, comme le poney. Donc, le poney, ce qu'il a en plus par rapport aux autres sports, c'est ça, c'est qu'on est avec du vivant et on est avec un animal qui peut nous permettre ça, de venir nous mettre en sécurité affective. Et la sécurité affective va permettre ensuite à l'enfant de développer toutes ces fonctions, que ce soit des fonctions cognitives, etc. Donc, c'est très important. Et développer l'autonomie, d'être en lien avec le poney, ça va permettre à l'enfant à développer son autonomie. Et l'autonomie, c'est pareil, c'est ce qui va vraiment aider l'enfant à se construire et à grandir. Pas mieux. Pas mieux, hein, c'est très bien dit. En effet, sécurité affective, c'est ce qu'on appelle aussi la sécurité de base, c'est ce qu'on acquiert dans les premières années. Donc, en effet, le poney peut participer de cette sécurité, bien entendu, dans un environnement où l'enfant se sentira bien. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très encadré par les encadrants, les responsables et toute personne autour, parce que ça ne peut pas se faire tout seul, bien entendu. C'était Alexandra Vertem que, comme ça, vous repérez. Peut-être, oui, peut-être je vais ajouter, effectivement, je souscris totalement. Et monter à poney, être avec le poney, c'est aussi, pour grandir, il faut se développer physiquement. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé en éducation physique et sportive. Et c'est vrai que l'équitation, le poney, ça va permettre aux enfants de construire des habiletés motrices qui sont très éloignées de ce qu'il fait habituellement. Et donc, on marchait, on monte à poney. Et donc ça participe vraiment à faire grandir cette activité physique, ce développement physique. Cognitif, on en a parlé, sensible, effectivement. Et puis j'ajouterais aussi langagier de communication, parce que pour grandir, il faut parler. Et plus on grandit, et plus on parle, plus on grandit. Et le contact avec le poney, le contact avec les animaux en général et avec un environnement un peu particulier, ça va amener les enfants à s'exprimer, à exprimer des émotions, à parler de plus en plus et à utiliser un vocabulaire de plus en plus spécifique qui va l'aider à grandir. Et on en reparlera peut-être plus tard. Il y a aussi l'aspect communication avec le poney, l'apprentissage d'un nouveau code qui va aussi mobiliser fortement le cognitif et faire grandir les enfants. Marie ? Le micro-fil n'a toujours pas de son.
Donc tout ce qu'elles ont dit, c'était, voilà, je suis d'accord. Et moi, du coup, en tant que psychomotricienne, je rajouterais le sensorimoteur, c'est-à-dire, voilà, quand on arrive dans un centre équestre, il y a des odeurs, il y a des touchés, il y a des couleurs, il y a des enfants qui adorent les poneys pies, il y a des enfants qui adorent les poneys bicolores, là, avec les yeux. Et c'est ça aussi qu'on joue dans un centre équestre. Voilà. Merci beaucoup. Qui, il y a plus de 30 ans, était déjà moniteur? Levez. Et j'en vois certains que je ne voudrais pas dénoncer, mais j'aurais dit 40, ils auraient levé le bras quand même. Ok. Il y a 30 ans, il y avait plusieurs écoles sur les Shetland, notamment en compétition. Alors, il y avait les puristes du Poney Club de Brimborion qui, eux, montaient à cru. Et on ne montait qu'à cru et on se révoltait contre, à l'époque, le président du Poney Club de France qui voulait nous imposer des selles et nous, on ne voulait pas en monter à cru. Il y avait l'autre école qui était plutôt un Poney Club parisien, Serge, c'était ton Poney Club, qui montait avec des selles plates, des bardettes plates ou des bardettes à boudin après. Et puis il y avait une autre école beaucoup plus classique, c'était Poney Club de Reims, qui eux montaient avec des selles anglaises. Donc nous allons faire un WOOCLAP avec une question. Lors de vos cours Shetland, quel type de matériel utilisez-vous? Alors vous avez selle à boudin avec étrier, selle à boudin sans étrier, selle plate avec étrier, selle plate sans étrier, un surfait avec tapis, rien du tout, ou une selle anglaise. Anglaise par-dessus une selle à boudin. Jelan. Si? Ok. C'est bon? On bloque? Là, il y a grosse majorité, selle à boudin avec étrier. Est-ce que vous voulez intervenir? Parce que c'est selle à boudin avec étrier, c'est très sécurisant. Est-ce que les étriers gênent? Est-ce qu'on n'a pas ce réflexe de se mettre debout sur les étriers et effectivement de pouvoir perdre l'équilibre? Alors, d'après vous, quel est le matériel le plus adapté? Alors, il faudrait mettre plus de son sur le micro-fil, s'il vous plaît. Il va y avoir du son tout de suite. Allez-y, commencez. Criez dans le micro, vous allez voir, ça marche. Faut que je crie? Voilà. C'est bon? Ah ok, il faut parler fort. Plus fort. Je parle fort. Du coup, je veux bien commencer sur cette question, parce que ça va avec le sensorimoteur. La première fois qu'on met un enfant à poney, on vient mettre en jeu le tonus. Donc il y a les enfants qui sont hyper tendus comme ça, il y a les enfants qui sont complètement tout mous. Donc du coup, ce que nous, on doit développer, je pense, en premier, c'est qu'ils soient bien sur ses deux fesses. Donc peu importe le matériel, par contre, il ne faut pas trop leur mettre d'étrier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour certains, ça peut durer 6 mois sans étrier, parce que quand on est, en fait, donc on a un bras plus fort que l'autre, mais on a aussi une jambe plus forte que l'autre. Donc si on leur met des étriers, on crée forcément un déséquilibre et on passe notre séance à leur dire « tu n'es pas droit ». Et après, on leur dit « la selle n'est pas droite ». Et on fait mal, en plus, je pense, au dos de nos Shetland. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, pour qu'ils trouvent l'appui sur leurs deux fesses, comme tout cavalier, on va dire, il faut les faire bouger. Voilà. Donc ça peut être la musique, c'est des ateliers. Enfin, ça, après, on va en parler. Voilà. Ben, ouais, je peux... Mais vous avez le micro, donc vous pouvez. Non, mais vraiment, je suis... alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas monitrice d'équitation, hein, je suis cavalière, mais pas monitrice. En revanche, je suis une spécialiste de l'éducation physique et sportive, on pourrait le dire comme ça. Et donc, effectivement, en tous les cas, plus ils sont petits, plus il y aura besoin de cette recherche d'équilibre, de déséquilibre, de rééquilibration. Et les étriers empêchent ça. C'est-à-dire qu'ils vont se positionner sur les pieds, ils vont se crisper. Et finalement, ils ne vont pas être en recherche d'équilibre. Ça vaut pour beaucoup de sports, hein, pas seulement pour l'équitation. Hein. C'est pareil en natation. Si on recherche à mettre ses pieds au fond, voilà, ça va nous empêcher l'horizontalité pour nager. Et ben, c'est exactement la même chose. Et du coup, le centre équestre avec lequel j'étais en Normandie, pour lequel j'interviens, elles ont fait le choix, elles-mêmes, les monitrices, effectivement, d'enlever les étriers pour ça. Après, ça se discute sans doute.
En plus, souvent, les étrivières, elles sont trop longues, de toute façon, pour les tout petits. Donc, Alors on va pas faire un débat philosophique là-dessus, mais la position du cavalier à cheval, on est d'accord que c'est une position naturelle, on la prend pas. Est-ce que mettre des étriers, c'est un peu se remettre dans un équilibre du piéton? Et en fait, on est sans arrêt en train de lutter contre des réflexes conditionnés qui sont liés à la peur. Le piéton, il n'est pas sur ses deux pieds? Non, mais c'est pas un équilibre naturel chez certains enfants. Quand ils se mettent à poney, ils sont pas droits naturellement. C'est pas un équilibre, une position naturelle, on s'assoit naturellement, non? Non. Non. Non, il y en a qui sont pas naturellement droits. D'accord, eh bien écoutez, on va lancer un débat. Hein? T'es de mon côté? D'accord. Bon, merde. Eh bien, je ne suis pas d'accord, c'est pas grave. Quelqu'un intervient sur le matériel? Est-ce qu'on a convaincu certains qui montent avec des selles à boudin avec des étriers de retirer les étriers dès ce soir? Ah. Il faut les avoir et ne pas s'en servir. Attendez, Jelan. Voilà, on fait retirer les étriers pour pas que ça ballotte de chaque côté. Très bien. Alors, d'après vous, la tranche d'âge à partir de quel moment on met les étriers ou à partir de quel moment on les enlève En tout cas, pour les enfants de 18 mois à 4 ans, moi, je ne mets pas du tout d'étrier. Et après, je pense qu'à partir de 5 ans, c'est bien parce que tout dépend ce qu'on va faire dans la séance. Mais y en a qui, à 5 ans, commencent à sauter quand même. Donc c'est bien qu'ils aient des étriers. Alors, je vois que ça réagit beaucoup dans la salle. Donc, à l'issue de cette matinée, Zoé vous donnera un petit autocollant. Rouge pour ceux qui veulent des étriers, vert pour ceux qui n'en veulent pas. Et vous vous répartirez sur les tables pour pouvoir débattre d'une manière très virulente, je pense, parce que là, il y a vraiment des camps différents. À partir de quel moment, d'après vous, un enfant peut-il tenir ses rênes correctement? Parce que souvent, on voit des moniteurs insister, réinsister, non, dans l'autre sens. Puis en fait, à un certain âge, ça ne sert à rien puisqu'on les reprend très rapidement. Donc à quel moment c'est vraiment important? C'est un WOCLAP. Merci de répondre. D'après vous, à quel âge un enfant peut-il tenir ses rênes correctement? Eh bien, des rênes comme vous voulez. Bon, là, c'est quand même très partagé. Donc, on va vous demander d'intervenir et puis d'argumenter, puisque là, je pense que il y a plein de réponses différentes et plein d'argumentations différentes qui vont toutes être passionnantes et que chacun va pouvoir prendre pour lui ou pas. Sur la tenue des rênes, après, c'est pareil. Donc, sur les tout petits, sur les bébés cavaliers, moi, ils ne tiennent pas les rênes au début, parce que c'est de l'éveil à poney. Et après, très rapidement, de toute façon, je ne sais plus exactement, mais vers 3 à 4 ans, ils peuvent très rapidement avoir les rênes. Moi, j'utilise, sans faire de publicité, mais des Equidrive, qui sont des rênes de couleur où dessus, il y a des poignées. Il y en a une rouge et une verte. Pour la latéralisation, c'est super. En plus, il y en a une qui s'appelle fraise, une qui s'appelle pomme. Et en plus, comme ça, il y a toute une histoire avec des animaux, avec des figures dans le manège pour aller vers Ola l'ours, pour aller vers Grand Cou la girafe, etc. Et en fait, sur ces rênes-là, il y a en fait des petits, des petits ronds gris.
Et en fait, juste l'enfant met son pouce et du coup, une fois qu'il met son pouce sur la poignée, naturellement, il vient placer ses mains correctement et dans le bon sens, le pouce vers le haut et c'est hyper simple, quoi. Après, attention, c'est des rênes en plus qui sont vraiment pratiques parce que sur les poignets, du coup, ça permet à l'enfant de ne pas tout le temps se pencher en avant. Sur un enfant de 3 ans ou 4 ans, s'il doit tenir des rênes qui sont assez basses, même sur un Shetland, ça va venir naturellement le mettre en avant et pas dans une bonne posture, parce que même si on est sur l'équitation à poney, on peut très vite les mettre dans une posture juste. Est-ce que c'est vraiment important de tenir ses rênes correctement? Non. Enfin, oui et non. Merci de cette réponse. Oui et non. Précis, concis, ouais, je veux court. bien continuer sur ça, parce que du coup, au niveau psychomoteur, ça s'explique aussi quand même. C'est la loi céphalocodale et proximodistale qui fait que si on veut Attends, Marie, vraiment... est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que là, s'il vous plaît, vous mettez vos enregistreurs en route et vous notez. Allez, on épelle. La position des mains va avec la position des pieds. Céphalocodale, c'est-à-dire que dans la maturation neurologique, ce qu'on arrive à tenir en premier, c'est la tête. Et en dernier, ce sont les pieds. Et pareil, pour le corps, c'est d'abord l'axe et ensuite les mains. Donc les mains et les pieds, c'est vers 6 ans, normalement, si on fait bien les choses, qui va avoir le bon tonus pour tenir ses rênes. Parce qu'avant, ils les tiennent soit très très fort, soit ils les tiennent 2 secondes, soit ils les tiennent comme ça. Peu importe les rênes qu'on utilise, ils les tiennent ou ils les tiennent parce qu'on leur dit d'aller à un endroit, mais ils les tiennent pas longtemps. Par contre, à partir de 6-7 ans, j'avoue qu'aujourd'hui, les enfants ont moins de force dans leurs mains. J'irais vraiment 7 ans, ils les tiennent bien. Et ils commencent à bien mettre les pieds dans les étriers. Avant, ils le font bien 5-6 minutes. Et puis après, c'est à nous de rappeler. Oui, Lydia. Peut-être aussi préciser que moi, ce qui me paraît important, c'est l'idée de la fonction des rênes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent surtout à quoi ça sert. Et en fin de compte, le premier réflexe, surtout on utilise le centre équestre dans lequel j'interviens aussi, il y a les mêmes poignées là. Et donc ils peuvent avoir la représentation que les rênes, c'est pour se cramponner. Et donc pour ne pas tomber en fait. Et du coup, il faut assez tôt leur donner les éléments, les ressources qui vont leur permettre de comprendre que les rênes, c'est pas des poignées auxquelles on se tient. Parce que ça va justement finalement... entraver leur recherche d'équilibre en fait. Et du coup, quand ils comprennent que les rênes, c'est pour agir sur le pilotage du poney, alors ils vont mieux comprendre la manière dont il faut les tenir. Donc c'est super intéressant les poignets. En même temps, la poignée, ça sert à se cramponner et à se tenir. Donc je pense qu'il faut travailler à la fonction des rênes très très tôt, très rapidement. Mais j'aurai l'occasion d'en parler demain. Tout simplement, je pense que moi je suis pas spécialiste là, mais c'est en fonction du niveau de l'enfant aussi, s'il est débutant ou s'il est depuis un certain temps à cheval, à poney. Donc, Est-ce qu'il peut tenir ses rênes tout simplement une fois qu'il a trouvé son équilibre sur ses fesses, et à ce moment-là, il peut tenir ses rênes correctement d'une manière complètement décontractée? Merci. Voilà, important. Au départ, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, d'instinct, l'enfant les prend un peu comme une laisse. D'ailleurs, il dit souvent « je tiens ma laisse ». Voilà, l'idée, souvent je corrige en disant que ce n'est pas forcément une laisse. Et encore, il y a des fois des enfants, ce n'est pas grave. Le but, c'est qu'ils aient compris. Moi, je crois que ce qu'ils aient compris, alors souvent, je commence avec du travail à pied, qu'ils comprennent que ce qu'il faut qu'ils contrôlent, c'est les pieds du poney. Donc, s'ils font ça, effectivement, le poney il va vers là-bas. Voilà, c'est un peu... Une fois que l'enfant est à poney, quelle est la priorité pour vous? C'est tenir ses rênes, son équilibre, les épaules en arrière. Enfin, c'est quoi? Quel est votre premier objectif, qui est le fait de tirer le fil pour qu'il soit à l'aise au bout de quelques temps? Moi, en tout cas, le premier objectif, c'est juste qu'il soit en confiance. Et c'est ce que permet l'équitation. Mais comment? En confiance, c'est qu'il soit bien dans son corps et qu'il soit détendu et relâché. Ok, s'il est allongé sur le poney et qu'il est en confiance, là, ça démarre bien. Ça se passe pas. D'accord.
Mais oui, Non, mais l'assise, Tony, je ne sais pas, qu'est-ce qui va le mettre dans une situation de confiance pour pouvoir accéder étape par étape Oui, qu'il soit bien assis et qu'il soit vraiment voilà, détendu. Et on va le voir si au niveau de ses épaules, il est relâché, si au contraire, il va venir se crisper et tenir la poignée de la selle ou pas. C'est qu'il soit détendu le plus vite possible. Et puis moi, du coup, par exemple, je commence toujours par une musique. Quand les enfants rentrent dans le manège, alors souvent, il y a eu tant de brossage qui étaient des fois hippiques, ou pas, ça dépend, mais des fois, c'est quand même un temps où ils sont pressés d'aller vers le lieu où ils vont pouvoir être avec leur animal. Du coup, je commence toujours par un temps de musique. Et j'ai toujours, même à 10 ans, la même consigne qui est quand la musique s'arrête, on s'arrête. Et même, alors, en plus, j'utilise des poneys, moi, qui font des cours normaux tous les jours. Et comme moi, je suis en équithérapie, je ne leur demande pas la même chose. Donc, du coup, c'est vrai que c'est aussi un repère. Et c'est ce qui fait que, voilà, je vois les enfants qui font juste le tour du manège et ne m'écoutent plus du tout. Mais en même temps, ils ont la consigne en tête et ils la font. Les enfants qui commencent déjà, parce que du coup, quand j'arrive moi dans un lieu, j'ai toujours des ateliers qui sont mis en place. Donc les enfants qui vont directement vers les ateliers parce qu'ils ont envie de danser, tout ça, voilà. Mais il n'empêche que ma première consigne, c'est toujours quand j'ai la musique. Et si j'ai un groupe dynamique, je vais mettre une musique dynamique. Si j'ai un groupe plutôt calme, enfin voilà. C'est vraiment la musique qui... J'allais poser la question justement sur le type de musique. Hypnotique, comme au début de cette réunion ce matin. Ça dépend de moi, je crois. Voilà. Ta playlist ? Ouais, je peux vous passer une super playlist si vous voulez à midi. En effet, la musique, c'est vraiment important. Moi, je travaille aussi et beaucoup en musique. Il y a au moins 70% de mes séances qui sont en musique. Sur beaucoup de niveaux, après un peu moins à cheval quand même. Mais en tout cas, à poney, il y a beaucoup de musique. Ce qui est important, c'est... j'avais une monitrice une fois qui me dit « Céline, je fais comme toi, j'ai mis la musique dans le manège. » Alors, elle avait fait plein de jeux et il y avait en fait de la musique en fond musical. Et ça, c'est pas du tout l'objectif. C'est pas juste de mettre de la musique pour mettre de la musique et mettre de l'ambiance. C'est bien choisir ses musiques. C'est-à-dire que, pareil, moi, quand ils démarrent les séances, on démarre par un temps d'observation des poneys. On va lâcher les poneys, on va mettre une musique. Ensuite, on va venir faire le jeu de la rencontre. Par exemple, ça va être caresser son poney de partout, venir voir comment il est. Et là, ça va être plutôt une musique calme où on va essayer d'apaiser. Alors, naturellement, le poney, il va apaiser l'enfant, mais la musique va aider à ça. Ensuite, ça va être, par exemple, si j'ai envie de que l'enfant crée un lien avec son poney, ça va être le faire marcher, faire marche-arrêt par exemple avec son poney. Et là, ça va être plus des rythmes africains ou des chansons qui sont rythmées. Mais la musique a un vrai impact, que ça soit sur le poney et que ça soit sur l'enfant. Après, pour des fois les bébés cavaliers, on va aussi utiliser la musique avec des chansons à gestes, où les chansons à gestes, ça va être une histoire. C'est par exemple un petit Indien qui va faire plein de gestes et on va les reproduire en fait sur le poney. Ça va aider à développer la motricité de l'enfant, parce qu'en plus dans la musique, il y a une vibration qui vient et du coup, ça va mettre l'enfant en joie en général, dans le plaisir. Et du coup, c'est vraiment très important. Et en plus, dans le monde du cheval et du poney, pour moi, on est aussi à des moments, on n'est pas sur le même langage. Et là, la musique, elle va venir. On n'est pas toujours. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de ne pas tout le temps donner des consignes aux enfants et de tout le temps être en train de leur parler, parce qu'à un moment, ça décroche complètement. Et quand on est avec la musique, eh ben, l'enfant, il va venir naturellement agir. Et il n'y a pas besoin d'être toujours dans des discours d'enseignement. Super transition. Wouklap, on reprend son téléphone. Une question. D'après vous, quel est le temps de concentration et d'attention que peut avoir un enfant lors d'une séance d'équitation ? 5 minutes, 10 minutes ? Il n'y a pas marqué. Alors on va dire, je vais donner, on va dire 4-6. Bon, 4 ans et 6 mois, c'est bon ? Alors, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes et 1 heure. On a dit 4 ans et 6 mois. Oui, on peut. C'est méthode Pomodoro. C'est ça ? Pomodoro, non ?
les séquences? C'est bon? Alors moi comme ça, moi j'aurais mis 10 minutes. Est-ce que j'ai bon? Alors ça va être une réponse un peu de Gascon. Hein. Ça dépend de la maturité de l'enfant en fait. C'est très très variable. Hein. Alors donc on était sur 4 ans et 6 mois, mais très mûr. Très mûr. En maximum peut-être entre 5 et 10 minutes pour moi, vraiment de concentration. Tout ce que ça demande à l'enfant en même temps. De suivre des consignes, de garder son équilibre. Je pense qu'on peut aborder, je pense que dans votre réponse, vous pouvez aborder par tranche d'âge, parce qu'effectivement, on démarre à 2 ans en gros avec les bébés cavaliers jusqu'à, on va se limiter à 8 ans par exemple, et s'il y a de nettes différences, une évolution rapide entre tous les âges, et jusqu'à combien, à 8 ans par exemple? En fait, ce qui est compliqué, c'est aussi ce qu'on va demander à l'enfant. Si on se réfère par exemple aux situations scolaires qui demandent beaucoup de concentration. Déjà, il y a attention, concentration, implication, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, l'idée, c'est que l'enfant reste impliqué, en fait, tout au long de la séance, tout au long de ce qu'on va lui proposer. Mais effectivement, le temps de concentration réel, chez un petit de 2-3 ans, il ne faut pas espérer aller au-delà de 5-10 minutes. Après 7-8 ans, sur, par exemple, une séance d'apprentissage, le temps de concentration peut aller de manière un peu plus élevée, autour de 15 minutes, 20 minutes. Mais ça veut dire que dans le temps d'1 heure, il va falloir varier au maximum les modalités pour qu'il y ait des moments d'action, des moments de réflexion sur l'action, des moments où on se pose un petit peu, on a le droit d'être un petit peu plus du tout attentif, c'est pas très grave parce qu'on peut reprendre derrière. Et donc, il va falloir penser ces différentes phases-là. Mais j'y reviendrai plutôt demain. Sur la concentration, ce qu'on discutait en préparant la conférence, là, c'est vraiment ce qui avait été important, c'est d'alterner les rythmes lents et les rythmes rapides. C'est-à-dire que de temps en temps, avoir quelque chose où l'enfant va beaucoup bouger, de temps en temps, un exercice de respiration, de relaxation. Et en fait, en alternant ces rythmes-là, du coup, ça permet d'aider à la concentration et d'alterner aussi l'apport au niveau de l'apprentissage. De temps en temps, ça va être des apports plus intellectuels. On va apprendre, par exemple, quand on fait le jeu des cartes jumelles avec les poneys pour apprendre les robes des poneys, eh bien, ça va être plus un apprentissage cognitif et à des moments, ça va être plus un apprentissage physique. Et en fait, si on est sur varier comme ça les apprentissages, ça permet à l'enfant, même sur des bébés cavaliers, je vais dire un truc qui va choquer, mais on peut faire des séances de 2 heures avec des bébés cavaliers parce que justement, on est dans ces rythmes-là. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque enfant est différent sur la concentration. Mais c'est important que l'enseignant il soit toujours à 200% en présence pour voir de capter son groupe en fait. Et à un moment, si l'enfant on voit qu'il décroche, eh ben, c'est de pouvoir réagir en fonction de ça. 2 heures les bébés cavaliers? Ouais. Tu comptes la sieste alors? Non, parce qu'ils viennent le matin. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir sur justement ce temps de concentration, une question ou une expérience à partager avec nous? Alors. Donc moi je laisse le choix de l'activité à l'enfant. En fait je fais un peu style Montessori, donc ils ont des ateliers différents. Et en fait suivant le choix qu'ils ont fait, la concentration va être plus longue. Parce que c'est eux qui ont décidé en fait, de faire cette activité-là. Voilà. Merci. Marie? Non? Je fais exactement pareil. Alors après, moi, j'ai des enfants qui ont en plus des troubles du neurodéveloppement, donc ils ont besoin d'avoir un peu leur propre... Mais vous en avez plein en cours, hein, des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc du coup, voilà, et ils ont besoin de faire leur choix, hein, d'aller vers... Souvent, j'avais prévu de vous dire, les activités de lancer. Pour les hypertoniques, c'est quand même hyper important. Et vous canalisez leur énergie à ce moment-là. Et si vous voyez qu'ils ont beaucoup d'énergie, vous pouvez écarter le panier en disant vas-y, lance avec beaucoup de force. Et après, du coup, vous récupérez votre enfant, voilà, où vous vous dites. Parce qu'il faut aussi verbaliser dans vos séances. Donc là, on est un peu en pédagogie ludique, active et différenciée, je dirais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ou effectivement, quand tu as un groupe devant toi, tu as des enfants qui sont calmes, d'autres qui bougent beaucoup. Oh, dis donc, aujourd'hui, je vois que tu as beaucoup envie de bouger. Il faut leur dire.
Et une fois que c'est dit, ça ne change pas grand-chose, mais quand même, ça change beaucoup dans son corps. C'est-à-dire que vous êtes impliqué avec lui dans ses besoins. D'accord? Et du coup, vous allez canaliser cette énergie. Et il est reconnu dans ses besoins. Par contre, si on passe son temps, et ses parents arrivent en disant « Allez-y, bon courage, il est horrible », ça, c'est quand même pas facile. Et on l'entend souvent, on le comprend, mais voilà, nous, en tant que moniteurs d'équitation, et ben en fait, ça, on doit le canaliser. Bon, on peut dire que si on monte ces séquences avec des séquences de 10 minutes, on est à peu près dans le juste. Hein. Et je tiens à rassurer aussi les 2 personnes qui ont mis 40 minutes, c'est parce qu'ils parlaient de leurs enfants personnels. Ça doit être ça. Je vais vous poser une autre question sur le WOCLAP. Alors là, ça va faire bondir, j'attends les réponses. Il faut tomber 100 fois pour devenir un bon cavalier. Cette citation est-elle toujours d'actualité? Donc bien sûr, vous êtes identifiés pour ceux qui ont répondu oui, et je vous passerai le micro pour justifier votre réponse d'ici quelques instants. Alors on a un petit problème de son. Peut-être l'ordinateur, parce que non. Alors. Ok, on va arrêter 80%, 78%. Qui a dit que cette citation était toujours d'actualité? Non, ça c'est vraiment pour nous emmerder. Alors pourquoi? Est-ce que vous voulez vous justifier? D'accord. Donc c'est pour dédramatiser la situation. Madame. Alors vous n'êtes pas pour les 0 chutes, c'est ça? Oui, mais il n'y avait pas de citation intermédiaire. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de la chute, justement? Mesdames, on cherche, hein? Est-ce qu'on peut parler de la chute? Et comment... parce que quand l'enfant arrive au poney club, quand il commence à monter à poney, quel que soit son âge, c'est la première appréhension, ou en tout cas quelque chose qui peut se passer. Comment vous abordez cette possibilité? C'est difficile parce que la chute, c'est en plus, il faut le savoir, c'est la première cause d'abandon en équitation. Voilà. Et ben voilà. Déjà l'objectif c'est vraiment 0 chute. Moi c'est ce que je dis tout le temps aux enseignants, c'est 0 chute parce qu'on le sait, c'est la cause d'abandon première chez les enfants. Et après quand ça arrive, c'est de venir tout de suite tout simplement rassurer et dire voilà, c'est ok, ça peut arriver, c'est ok. Peut-être, oui, je suis vraiment d'accord, 0 chute quand c'est possible, bien sûr, parce que en fait, c'est lié aussi à la représentation de l'apprentissage, avec l'idée qu'on apprendrait dans la souffrance, ce qui est plus vrai, hein. Enfin, on n'apprend pas dans la souffrance, même si on peut souffrir en apprenant, c'est pas la souffrance qui va faire apprendre. En revanche, c'est peut-être l'idée que pour apprendre, il faut se confronter à des problèmes. Et donc, des problèmes, mais qui ne sont pas forcément une chute. C'est vrai qu'on apprend par essai, erreur, confrontation à des problèmes, mais il faut, à mon avis, pas tomber dans l'excès inverse, enfin dans la caricature de la chute qui ferait mieux apprendre. Pas du tout. Alors moi, j'ai quand même beaucoup de glissades. Comme je mets pas, moi j'ai que des enfants en situation de handicap, on met presque jamais d'étrier, j'ai quand même beaucoup de glissades. Et c'est bien d'en avoir pour le coup, moi, parce que du coup ils testent un peu leurs équilibres aussi comme ça, il faut dédramatiser, voilà. Et pour éviter vraiment la chute, parce que c'est difficile, si je vois les poneys trop en forme, voilà, je le dis aux enfants, et du coup je fais la récré des poneys, et c'est quand même quelque chose. Il faut se permettre de le faire, parce que j'ai déjà entendu les moniteurs, mais on n'a pas le temps de faire... Voilà, on a le droit aussi, nous, à l'erreur, en tant que moniteur, de se dire, attends, là, les poneys, ils ont beaucoup trop la pêche, je défoule les poneys, et après je vous mets sur les poneys. Peut-être juste parce que pour pas qu'il y ait un malentendu, évidemment que la chute, ça peut faire partie intégrante, c'est une activité à risque.
C'est comme ça qu'elle est définie hein, pour l'école, par exemple. Donc ça suppose qu'il peut y avoir des chutes, ça peut arriver, glissade, chute, évidemment que ça peut arriver. Mais ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas en faire un objet d'apprentissage. C'est surtout ça, en fait. Ça peut arriver, c'est accidentel, ça fait partie des activités à risque, ça arrive, et ben du coup on s'en remet, on dédramatise, et on n'en fait pas un objet. Vous voyez, c'est pas, voilà, plus on va tomber, meilleur cavalier on va être. Non, je crois pas. Non. Alors Déborah va intervenir, mais attention Déborah, je te connais, donc très court. Dans les propos qui viennent d'être énoncés, la seule chose qui me dérange, c'est si on prend le ski ou si on prend même l'apprentissage de la marche, on est quand même plus obligé de tomber pour se relever, pour l'équilibre et pour apprendre à combattre, à réussir des défis. Et donc le zéro chute, je ne suis pas sûre que ce soit faisable. Je suis contre le fait qu'il faut tomber beaucoup et avoir des poneys inadaptés à l'enseignement, ça oui, tout à fait. Par contre, je pense que l'apprentissage de l'équilibre passe par des déséquilibres. Alors, au ski, est-ce qu'on explique aux enfants, une fois qu'ils ont chaussé les skis, qu'ils vont tomber? Qu'ils peuvent tomber? Non, là, la différence, c'est en effet, c'est la relation à l'animal, au poney. Et c'est ça qui peut faire peur, justement. Ça peut être imprévisible. Voilà, s'il y a une chute, c'est pas de son fait, mais c'est par un tiers. Et c'est aussi la richesse de ce sport, justement. C'est la relation à l'animal. Oui. L'enfant, la dernière fois qu'il a été porté, c'est par un parent. Il retrouve le portage avec le poney. Et pour lui, le portage est associé à la sécurité. Ses parents ne le font pas tomber, quoi. Donc il ne monte pas à poney pour en descendre violemment. On ne peut pas lui vendre ça. Ça dépend de la chute. Alors, de toute façon, on ne va pas faire tout le séminaire sur la chute. Hein, mais quelqu'un veut répondre avec le portage de la maman qui est relayé par le poney? Oui, alors le portage, ce qu'on appelle portage, c'est déjà juste le fait d'être sur le poney, et on l'utilise aussi en équithérapie et en médiation équine. Ça va être juste le fait d'être sur le poney, soit avec une selle, soit avec un tapis de montée accrue. Et symboliquement, en fait, ça fait transfert comme... Quoi? Ah oui, pardon. Oui, c'est sur la question d'après. En fait, ça rappelle l'attachement que l'enfant avait avec sa maman, et c'est le fait d'être porté comme quand il était dans le ventre de sa mère, ou quand il était porté après quand il était nouveau-né. Donc symboliquement, le poney, il y a quelque chose de très puissant, et c'est pour ça que c'est important qu'il se sente vraiment en sécurité sur son poney. Donc enchaînement. La question suivante qu'on vous pose, comment aider l'enfant à apprendre dans le plaisir? Alors je dirais plutôt, comment aider l'enfant à être dans le plaisir pour mieux apprendre? Je pense que la question dans ce sens-là est plus adaptée. J'espère que j'ai tout bon, Marie, c'est bon? Merci. Vous voulez démarrer? Lydia. Je veux bien démarrer avec 2-3 éléments. La première chose, sans doute, c'est que l'apprentissage... On entend là, j'ai l'impression? Oui, il faudrait monter le HF4, s'il vous plaît. Je sais pas. Et vous m'entendez au fond? Ouais. Là, vous m'entendez? Bon, c'est pareil. Je vais faire comme si tout le monde m'entendait, du coup. Alors, plus proche, peut-être plus proche. Ah, c'est ça. Je parle pas assez près du micro. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que sans doute, pour apprendre dans le plaisir, la première des choses, c'est qu'il faut que ça réponde aux besoins des enfants. Le premier besoin, c'est le besoin de jouer, donc on va peut-être le développer après, mais effectivement, la fonction ludique, si elle est bien employée, alors l'enfant va apprendre dans le plaisir. Ça, c'est une première chose. Besoin de bouger, besoin d'avoir des copains, besoin d'interagir avec son environnement, besoin d'être en sécurité. Donc, que ça réponde aux besoins élémentaires des enfants, ça c'est essentiel pour qu'ils prennent du plaisir. Ensuite, la deuxième chose peut-être, c'est qu'ils perçoivent bien la finalité, le sens de l'activité, qu'est-ce qu'on me demande, à quoi ça sert, et aussi qu'ils soient dans un environnement sécurisant, routinier, etc. Voilà, ça va effectivement contribuer à ce qu'ils prennent plaisir. Et puis on prend du plaisir quand on comprend qu'on apprend des choses et quand on a un petit peu de défi, un petit peu d'enjeu. L'apprentissage en soi, quand il est bien conduit, eh ben, ça génère du plaisir, même quand ce n'est pas dans une situation de jeu.
pareil, pour moi, apprendre dans le plaisir, c'est la première chose. Encore une fois, on revient à ce que vous avez dit au début. C'est une question de sécurité. Si l'enfant se sent en sécurité, dans la sécurité affective, avec son poney, mais aussi avec les encadrants, les référents, là, il va pouvoir avoir du plaisir. S'il n'y a pas cette dimension au départ, si c'est la peur qui domine, voilà, peur de tomber, par exemple, là, ça ne va pas être possible. C'est vraiment la première des choses. Vous les sécurisez. Là, et que tout l'environnement que vous avez mis en place leur permette de pouvoir être à ce qu'ils font, tout simplement, c'est-à-dire d'être avec le poney. Sur ça, moi j'avais une question sur la classe, les scolaires. Il y a un tiers de scolaires qui sont heureux de venir au Poney Club, on va dire. Il y a un tiers qui se disent ouais, et puis il y a un tiers qui n'ont vraiment pas envie. Donc au niveau plaisir, on en est très loin. Comment on fait pour essayer de mettre tout le monde, justement, de leur donner du plaisir à apprendre? Pour les scolaires, ça se fait assez naturellement aussi. C'est valable pour les scolaires et pour tous les enfants. Si on veut que l'enfant soit dans le plaisir, ce qui est important aussi, c'est que l'enseignant soit aussi dans le plaisir. Parce que si l'enseignant il est enthousiaste, il est dans la joie de ce qu'il va faire, par mimétisme, il va le transmettre à son groupe. Et notamment aux scolaires, on a beaucoup de scolaires qui viennent au club et à chaque fois, les maîtresses, elles sont impressionnées de dire mais c'est fou comme les enfants sont détendus, c'est fou comme ils sont volontaires, comme ils ont envie. En fait, ça se fait naturellement déjà grâce au poney et puis je pense grâce à la qualité d'être de l'enseignant. Oui, on en parlera aussi demain, mais c'est important ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, à l'école, ils n'ont pas forcément envie de faire des maths, par exemple. Voilà. Et il revient à l'enseignant de leur donner cette envie, de faire en sorte que ça soit un apprentissage aussi dans le plaisir. Et finalement, le poney, ce n'est pas une activité qui va les rebuter a priori. Mais en revanche, il faut que ce soit effectivement bien fait, bien encadré, et que l'enseignant soit tout à fait partie prenante avec l'enseignant. Et ce qui permet aussi ça, c'est, comme on disait tout à l'heure, de faire un portage sur des enfants qui des fois n'ont pas envie quand ils viennent avec la classe et que c'est pas leur choix premier en fait de venir au poney. Le fait de faire tout de suite un portage avec les poneys, ça va leur permettre déjà de s'apaiser parce que des fois c'est parce qu'ils ont peur ou souvent c'est parce qu'ils ont peur. Donc rien que de faire ça, un enfant qui se sent mieux, il va ensuite avoir envie d'apprendre. Vous avez aucun scolaire qui a peur et qui ne veut pas venir? Moi, je fais plus de scolaire. D'accord. Non, j'en ai fait beaucoup des scolaires. Pour faire du scolaire, je pense que faut déjà pas... Parce que dans l'idée, tu viens faire du poney, tu vas monter dessus. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, c'est vrai que je n'oblige jamais l'enfant à monter. Déjà, en général, ça baisse d'un niveau. Et à la fin, ils ont quand même tous envie de se mettre un tout petit peu sur le poney, sauf certains. Surtout par rapport à la culture. Il y a des cultures où on n'utilise pas du tout l'animal, donc voilà. Et que si on fonctionne sous forme d'atelier, il peut faire les ateliers sans le poney. Voilà, et du coup il va aider les autres. Et en vrai, du coup, je vais aussi aller dans le pathologique parce que moi, quand j'ai des enfants, troubles de l'attention, vous devez en avoir beaucoup, ils font tout vite. Ils ont toujours fini de brosser avant les autres, vous devez en avoir. Et alors eux, je trouve, et là c'est vraiment du coup la psychomote qui parle, mais on doit leur réapprendre à prendre le temps et à faire plusieurs fois, et que s'ils ont fini avant les autres, on va aider les copains, tout ça. Parce que c'est un problème de tout faire trop vite. Eh bien, nous allons enchaîner maintenant par votre calvaire à tous. Avec un WooClap. Comment gérez-vous les parents durant vos séances? Réponse 1, je leur demande de ne pas rester ou de se faire très discret. Réponse 2, ils restent mais ont interdiction d'échanger avec leur enfant. 3, ils restent et je les implique dans la séance. C'était une joke. La question n'est pas bien. Eh bien, c'est fait exprès, c'est justement pour provoquer le débat.
Parce qu'on sait bien que les parents, ce n'est pas un calvaire, puisque c'est eux qui payent. Non, je plaisante aussi. Non, non, on va en discuter, bien sûr, que la question est un peu titillante exprès, pour que vous puissiez réagir, et je vois que ça marche. C'est bon? Très bien. Est-ce que quelqu'un veut parler des parents et de la relation qu'il a avec les parents, et quelle est leur position? Alors pour la place des parents, moi c'est hyper important pour moi, les parents ne sont pas des ennemis souvent. Alors souvent pour les jeunes enseignants, ils ont peur quand il y a les parents au bord du manège où les parents interviennent. Donc vraiment les parents c'est des alliés pour l'apprentissage de l'enfant. C'est des alliés, alors c'est aussi leur donner, par contre c'est leur donner une place. Moi les parents n'interviennent pas du tout dans la séance et ils n'interviennent pas non plus dans la préparation du poney. Ce qui est très important aussi dans la fidélité, je pense, pour les poney clubs, c'est de laisser de la place pour tout ce qui est pensage et préparation des poneys. C'est important que ça puisse se faire avec un enseignant. Le parent, il faut juste lui donner une place, lui dire bah voilà c'est ok, vous êtes là. Et voilà, moi je vais m'occuper de ça. En fait, il va prendre la place que vous allez lui donner. Donc je vais m'occuper de ça. Vous pouvez être spectateur de la séance, pour les tout petits notamment. Les parents sont là juste devant le manège. Et en fait, je vais avoir besoin d'eux à des moments pour applaudir l'enfant quand il a fait quelque chose. Ça va être féliciter son enfant. Et ça va être important. Pourquoi c'est important? Parce que si le parent il est toujours là dans la séance, il est toujours là dans la préparation, souvent on va avoir des parents qui vont faire à la place de l'enfant. Donc ça va être important. Si on le fait intervenir, par contre, on peut faire le choix des fois sur d'autres formules, des journées parents-enfants, etc. On peut faire intervenir le parent, mais à ce moment-là, c'est lui dire attention, juste, on ne fait pas à la place de l'enfant. Là, c'est son moment. Il est là aussi pour apprendre, donc attention de ne pas faire à la place de l'enfant. Donc le parent, c'est vraiment un allié et son regard va être super important pour l'encouragement pendant la séance. Mais voilà, le parent ne fait pas à la place. Après, si on fait intervenir le parent, ça peut nous arriver aussi de le faire de temps en temps sur des séances parents-enfants. Là, on va avoir un autre objectif, ça va être de travailler sur le lien dans la famille. Et du coup, on va faire des choses différentes et on va placer le parent différemment. Mais pas sur des séances classiques où l'enfant il est là toutes les semaines pour apprendre juste de son côté. Oui, du coup, en fait, j'ai fait quand même pas mal de poney club en séance d'équithérapie. Les parents ne sont pas beaucoup là et souvent ils partent, ils ont besoin de partir. Avec nos cavaliers de Centre-Équestre, je pense que les parents ils partent et ils ont confiance en nous. Ils partent pas quand ils disent voilà, au prochain tournant, là, mon enfant il va partir. Donc c'est vraiment une situation de confiance. Après, il y a tellement de cas de figure, il y a les parents qui restent parce qu'ils ne savent pas quoi faire en une heure, parce que votre Centre-Équestre, il est vraiment dans un tout petit endroit. Tu veux qu'on s'arrête? Non, je faisais coucou à Chloé, coucou à Zoé pour qu'elle monte le micro au fil. Ah, on n'entend pas. Si, on entend, mais mieux, ça serait... Voilà, et que du coup, ceux-là... Là, non. C'est coupé maintenant. On ne coupe pas le microfil, c'est... Et du coup, les enfants, les parents qui ont envie d'être là, pourquoi pas? Mais effectivement, je suis assez d'accord que moi, je les implique dans la séance et je leur donne des choses à faire. Et comme, du coup, moi, j'ai des enfants en situation de handicap et que j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux parce que souvent, ils bougent les jambes et sans contrôler, et voilà. J'ai en fait des petites mains, des petits bénévoles, des petites filles, des petits garçons qui m'aident. Et du coup, c'est complémentaire aux parents. Et ça rassure les parents parce qu'effectivement, n'avoir personne à côté, pour des enfants en situation de handicap, c'est dangereux aussi. Alexandra, là aussi, c'est une question de confiance pour les cavaliers, mais aussi pour les parents. S'ils se sentent en confiance, tout se passe bien. Toute la difficulté, certainement, surtout peut-être pour les jeunes enseignants, c'est de trouver la bonne place, d'avoir suffisamment d'autorité, on va dire, dans quelque chose qui soit accueillant quand même, pour bien fixer la place de chacun. Je pense que c'est souvent le cas pour les plus jeunes. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé son rythme de croisière, on sait comment faire. Et puis, il ne faut pas non plus blesser les parents, c'est les financeurs. Donc, c'est quand même ceux qui vont payer les cours. Donc, il faut quand même trouver le bon équilibre. Et en même temps, un parent qui est trop impliqué va venir perturber votre enseignement. Et ça, c'est très compliqué. Quelqu'un qui saigne le bout, ça arrive. Alors, il y a ça aussi beaucoup plus dans d'autres sports. L'autre jour, j'entendais
à la radio l'effet Mbappé. Alors vous n'aurez pas cet effet-là, hein, parce que l'équitation, ça coûte très cher et on ne va pas gagner des fortunes en devenant, par exemple, l'effet Mbappé, vous avez peut-être entendu ça à la radio. Ce sont des parents de jeunes footballeurs qui apprennent le football, qui ont été casser la figure à leur entraîneur parce que l'enfant n'avait pas été sélectionné pour un match très local. Et ce genre de problème, vous n'allez pas forcément le rencontrer. Si. Voilà. Est-ce que vous voulez un nom? Non. Non. Je ne donne pas de nom pour... Donc voilà, c'est d'être à la fois ferme et bien... Oula, ça y est, là, ça a sauté. Alors, Au moment où je dis quand on est jeune moniteur, généralement on fait son cours et on garde toujours de temps en temps un œil sur les parents. Parce que forcément, si vous avez un parent qui fait vraiment la tronche, la première des choses, on dit qu'est-ce qu'on fait, on prend ça pour ça. Donc les parents, c'est quand même un baromètre. Parce que s'ils ne sont pas contents, on sait qu'ils peuvent... Et puis ils se parlent entre eux aussi au cours de la carrière ou du manège. Donc c'est une question d'ambiance, ça peut mettre beaucoup de pression. Maintenant, c'est à vous de trouver, d'avoir suffisamment confiance en vous en tant qu'enseignant, justement, même quand on démarre, et puis peut-être pour fixer les places à un moment de Donc s'il vous plaît, on met un coup de peinture rouge sur le bouton pour qu'on ne le touche plus. Voilà, donc c'est vraiment à vous de trouver le bon curseur, justement, mais je pense de dire quelque chose si ça vient trop impacter votre enseignement, parce que tout le problème c'est ça, il faut être en confiance avec les parents, mais en même temps, oui, leur donner une bonne place et leur parler, c'est important. Mettre au départ le cadre de la séance et de la façon dont vous travaillez. Céline, que j'ai parlé du parent qui fait la gueule, ça t'a parlé et tu voulais absolument intervenir. Non, mais juste pour que les parents soient à la bonne place, ce qui est sympa d'organiser, c'est des réunions pédagogiques comme on fait à l'école. C'est de le faire au Poney Club, par exemple en septembre, c'est de faire des réunions où les parents sont invités, comme ça on n'en a pas. L'idée c'est de ne pas avoir peur en fait des parents. Et c'est de leur expliquer comment ça va se passer les séances, quelle place ils vont avoir dans la séance, qu'est-ce qu'on va faire cette année, est-ce qu'on va passer des galops poneys, est-ce qu'on va préparer un spectacle tous ensemble. Ça peut être la réunion de début d'année et c'est important, comme ça les moniteurs se présentent aussi et c'est important de leur dire à ce moment-là quelle place ils vont avoir, comment ça va se dérouler, pour pas qu'ils soient inquiets, parce qu'en fait des fois ils interviennent parce qu'ils sont tout simplement inquiets. On va vous remercier beaucoup, s'il vous plaît, on applaudit nos 4 intervenantes. Bien sûr, vous restez ce midi, donc on pourra encore échanger avec vous et on se reverra demain. Donc des applaudissements un peu plus chaleureux, s'il vous plaît.